Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. J'espère que l'éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas interprété comme apologie du terrorisme par le temps qui court. Quelque part, je ne sais pas si je dois me féliciter ou pas de participer de ce qui me semble être formidable façon d'éviter de discuter des problèmes fondamentaux concernant les banlieues, l'école publique, les pratiques actuelles de surveillance, tant Internet que parfait bouc émissaire. Lorsque l'on évoque la question du djihadisme et de la radicalisation. Messieurs, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir votre avis sur les dernières gesticulations de nos gouvernants concernant la surveillance. On va commencer avec Jérémy Zimmerman. Jérémy Zimmerman, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Beaucoup de choses. On est dans une période un petit peu trouble, une espèce d'accélération de la spirale sécuritaire que l'on vit depuis le 11 septembre 2001. Un empilement de mesures législatives, d'une espèce de millefeuille politique et législative qui nous pousse toujours plus loin dans la surveillance de masse, et dans ce qui ressemble de plus en plus à une sorte de dérive autoritaire des gouvernements occidentaux, une forme de réponse à la terreur par la terreur, qui en quelque sorte fait le jeu des terroristes. On l'a vu en France au cours de ces 12 derniers mois, il y a eu le vote de la loi de programmation militaire, la LPM, qui autorise une surveillance de masse par des entités administratives pour des types de données et des sources particulièrement floues dans la loi, et pour des types de crimes, pour des types d'enquêtes, là aussi particulièrement vastes, suivi de très près de la loi antiterroriste votée en novembre 2014, qui, outre restriction de liberté de mouvement, instaure cette nouvelle catégorie de citoyens qui sont des suspectés futurs terroristes, pour lesquels la police a à peu près tous les droits de restreindre leur liberté de mouvement, de les surveiller, etc. Et laquelle loi anti-terreau ajoute à cette notion, enfin sort je crois du droit de la presse, cette notion d'apologie du terrorisme pour en faire un délit, et donne au pouvoir public, à l'exécutif, donc au ministère de l'Intérieur, la possibilité de censurer des sites internet qui feraient l'apologie du terrorisme. Alors le 8 janvier, au lendemain du massacre de Charlie Hebdo, le gouvernement français envoyait à Bruxelles son projet de décret d'application de la LOPSI et de la loi Terreau concernant la censure. C'était du réchauffé ? Donc, la LOPSI, ça fait des années qu'elle avait été votée, en 2010 je crois. Le gouvernement à l'époque était celui de François Fillon, et les députés socialistes étaient vent debout contre la censure, ont déposé un recours au Conseil constitutionnel très fourni, qui avait été rejeté, mais était complètement opposé à cette censure, qu'ils ont voté dès demain, lorsqu'il s'agissait de l'apologie du terrorisme. Donc il s'agissait du même décret, c'est assez intéressant, un même décret pour une loi votée sous Sarkozy et pour une loi votée sous Hollande, qui disait exactement la même chose, et qui a été transmise à Bruxelles le lendemain des attaques. Le décret a été depuis publié, et on attend les détails d'implémentation. Et ce que l'on a donc depuis 2 jours, depuis la publication de ce décret, c'est aujourd'hui, en France, une censure administrative d'Internet. Pour les sites pédopornographiques, pour les sites faisant l'apologie du terrorisme, c'est évident que cette liste de motifs va s'élargir au cours du temps. On attend de voir les charlots du disque et du film obtenir eux aussi que le ministère de machin demande à ce qu'on enlève des sites de l'internet. On attend de voir ce qui va se passer. On l'a vu avec les récentes arrestations et mises en examen pour apologie du terrorisme, que quand un ado republie une caricature qui reprend une caricature de Charlie Hebdo qui disait le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles, pour dire Charlie c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles, dans une mise en abîme,
assez splendide, ce qui pourrait être considéré comme de l'humour, peut-être pas forcément drôle par certains, que boum, c'est qualifié d'apologie du terrorisme. Le truc de Dieudonné qui a obtenu sa campagne de pub internationale en disant je me sens Charlie Koulibaly, apologie du terrorisme, etc. Si c'est ce même type de propos qui sont considérés comme apologie du terrorisme par le ministère de l'Intérieur, qui va automatiquement envoyer un message aux fournisseurs d'accès pour leur demander d'empêcher d'accéder à certains sites. C'est une privatisation de la justice ? Là, c'est une administratisation, une exécutivisation, c'est un contournement de la justice, ça c'est sûr. Parce que c'est plus de la justice en ce sens qu'il n'y a pas de juge. Est-ce que c'est un ersatz ? Est-ce que c'est un ersatz de la Stasi, c'est-à-dire un renforcement de la police administrative à un tel point qu'on est capable de bypasser le juge ? Écoute, j'ai du mal avec les analogies historiques comme ça pour dire est-ce que c'est pire ou mieux que la Stasi, plus gentil ou plus méchant que les nazis, pire ou moins Est-ce que ça sent comme une chose est sûre, c'est que c'est un renforcement des pouvoirs de l'exécutif aux dépens du judiciaire, qui, dans une démocratie, est le gardien des libertés fondamentales, que c'est une dérive sécuritaire, et surtout, c'est quelque chose qui me dérange au plus haut point dans ce qui me reste de fibre républicaine, si j'ose dire, c'est que c'est une tendance qui touche exactement de la même façon la droite et la gauche. 1h30 après le massacre de Charlie Hebdo, il y avait un communiqué de l'UMP pour dire que l'UMP soutiendrait le gouvernement dans tout ce qu'il ferait en matière de sécurité. Et lorsque la loi Thérault a été votée, on a vu les gens à la droite de la droite. Je peux te poser une question ? Attends, il y avait Thierry Mariani et Jacques Millard qui applaudissaient le gouvernement pour sa loi terroriste. Donc quand on en voit d'autres de l'autre côté qui sont en train d'encaisser des points en disant UMPS, tous les mêmes, et qu'on voit UMP et PS voter les mêmes saletés, quelque chose qui me fait très mal. On prend plus le temps de réfléchir ? Mais c'est normal, il y a une telle émotion face à Charlie Hebdo que forcément les politiques se sentent obligés de faire quelque chose, de communiquer leur action. Et c'est une vieille méthode qui a connu son heure de gloire du temps de Sarkozy, c'est un fait divers, une loi. Et bien là, ça continue dans le même sens. Il y a le fait divers Charlie Hebdo, il faut montrer qu'on est aux commandes, il faut montrer qu'on fait quelque chose. Et si tu veux, c'est une façon de montrer... Alors, on va faire un début de présentation. Alors, Tristan Nitto, ex-Mozilla, vous avez fait une thèse sur la surveillance. Vous êtes en train de faire une thèse ? J'ai écrit un livre sur la surveillance, tout à fait, parce que c'est un sujet qui me préoccupe énormément aujourd'hui. Pas simplement dans le cadre qu'on discute aujourd'hui, mais ça fait des années que ça commence avec tout ce qui est business model autour du profilage des internautes, etc. Donc, plus largement, on voit la confluence des intérêts économiques et la surveillance par les États et les services secrets travailler ensemble. Par exemple, les révélations Snowden ont été très, très intéressantes de ce point de vue-là. Et là, voilà, je viens de quitter mon job, j'ai du temps pour écrire un livre et je me précipite, je prends ce temps pour écrire ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer pour faire comprendre aux gens que la surveillance, c'est vraiment un problème. Quels sont les risques si, comme vous appelez la plèbe, les gens ne comprennent pas la problématique ? Quels sont les risques ? Il y a des tas de risques. Premièrement, le fait que quand on se sait surveiller en permanence, en fait, on s'auto-censure. Et on s'habitue à ça, et ça pousse à la conformité. Une standardisation ? Des attitudes des gens, et ce, depuis qu'ils sont tout petits. Et pourtant, on a besoin de cet espace de liberté, de vie privée. C'est un grand classique. Si quelqu'un chante sous la douche, moi, je sais, quand je chante sous la douche, je chante pas toujours très bien. Et puis, je m'améliore au fil du temps. Mais s'il y a quelqu'un à côté, et j'entends une porte qui s'ouvre, et je sais que je suis entendu sous la douche en train de mal chanter, ça coupe tout. Parce que j'ose pas exprimer ces difficultés, cet apprentissage, et donc je me tais. Et si on se sent surveillé en permanence, on va pas oser
être ridicule, on va pas oser essayer des nouvelles choses. Ouais, et puis on va pas oser être journaliste, on va pas oser être juge et on va pas oser être plein de trucs. Pour ajouter quelque chose ici sur ce que tu dis, Tristan, c'est très juste. Et ce dont on parle ici, moi, ça fait des années qu'on parle de ces sujets-là. Évidemment, depuis Snowden, là, on a un boulevard pour s'exprimer sur ces questions et de plus en plus de gens réalisent l'importance de ça. Mais j'ai un vrai problème quand on parle de protection de la vie privée. Ah, c'est une liberté fondamentale, voyez-vous, France, pays des droits de l'homme, tout ci, tout ça. Et beaucoup de gens s'en cognent et se disent moi, tant que j'ai pas à manger, tant que je galère pour payer mon loyer, qu'est-ce que j'irais m'emmerder à défendre les libertés fondamentales. En réalité, ce que tu décris ici, quelque chose de beaucoup plus personnel. On ne parle pas de protection de vie privée, on parle d'intimité. Et l'intimité, tout le monde en a une et tout le monde comprend ça. L'intimité, c'est ces moments dans lesquels on est tout nu, au propre ou au figuré, dans lesquels on est vraiment soi-même, sans costume, sans masque, sans rôle à jouer. On est en pleine confiance, soit seul, soit avec les gens avec qui on choisit de l'être. Et c'est dans ces espaces que, comme tu dis, on n'est pas jugé par ses pairs. Et donc c'est ça, c'est pas protéger une liberté fondamentale, enfin c'est aussi ça, mais avant tout c'est protéger nos intimités et notre droit à l'intimité, vu que c'est dans ces moments d'intimité que l'on va pouvoir, comme tu dis avec l'exemple de la douche, que l'on va pouvoir expérimenter avec de nouvelles œuvres, avec de nouvelles façons de chanter, avec de nouvelles idées, de nouvelles opinions, mais expérimenter implique de se tromper, implique de ne pas se sentir jugé par ses pairs. Et sans cette expérimentation, eh bien, voilà, on ne peut pas développer qui l'on est, on ne peut pas développer son identité. Donc c'est un combat pour nos intimités, pour nos identités. Pour moi, c'est essentiel qu'on développe ça de cette façon-là. On a Corben à notre table. Salut Corben, salut Manu. Corben, quand tu entends... alors je te tutoie parce que voilà, t'es ni journaliste, ni acteur. La collusion, et puis, la collusion. Bon, je suis très fier. Corben, quand t'entends ça, là, toi, en tant que père de famille, en tant qu'internaute, qu'est-ce que ça te fait ? Moi, je suis sensible à tout ça, mais pour moi, ce qu'on disait par rapport aux lois qui ont été votées là, après les attentats de Charlie Hebdo, pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui est en marche depuis longtemps, et c'est ce genre de fait divers, comme disait Tristan, c'est juste la bonne occasion pour faire passer la pilule, quoi. Et c'est juste parce que à mon sens, l'appareil politique a le contrôle sur pas mal de choses, sur les médias, sur ce qui se dit, etc. Internet, c'est un outil qui est assez libre. N'importe quel gars décide d'ouvrir un site, de mettre une vidéo en ligne, de s'exprimer. Pour avoir le contrôle là-dessus, c'est plus compliqué. Et passer par un juge, c'est long. Donc c'est vrai que le côté... on a la petite loi, on a le petit levier administratif et on peut bloquer tout ce qu'on veut. C'est quand même on va dire très pratique, puisque c'est un peu, pour moi c'est une volonté. Et c'est surtout très inefficace. Alors pourquoi c'est inefficace ? On l'a vu là, je crois que c'était hier, le piratebay.se a été bloqué au niveau DNS par une autorité administrative. Donc certains fournisseurs d'accès ont bloqué le DNS, et donc quand on essaye d'aller sur piratebay.se, on ne peut pas. Ah bon, dramatique. Sauf qu'en fait, ça ne fait suer que les gens qui ne savent pas qu'on peut utiliser un autre DNS qui, lui, n'est pas bloqué. Donc, en gros, ça n'emmerde que les gens qui n'iraient pas sur Pirate Bay. Donc, c'est-à-dire... Je t'arrête là-dessus quand même, parce que ça, c'est une première méthode de blocage. Mais ça peut monter assez vite crescendo. C'est-à-dire que toi, tu vas contourner, ils vont remettre un autre truc, on va contourner. Et à un moment, on va arriver au DPI. Et on va arriver à... Alors, DPI ? Alors, Deep Packet Inspection. C'est-à-dire que, en gros, le fournisseur d'accès va regarder ce qui passe dans les petits paquets, va tout éplucher. Et là, pourra bloquer, on va dire, à la source, nativement le truc. Et donner l'alerte. Et donner l'alerte. Et même si on passe par des réseaux, on va dire, Darknet, genre Tor ou E2P, ou ce genre de choses, ça aussi, ça peut être, on va dire, analysé. Au niveau de l'efficacité... Déjà, petite parenthèse purement sémantique. Le terme Darknet, je pense, a été inventé par nos ennemis pour faire croire que ce qui est chiffré ou anonyme sur Internet, c'est le mal. En gros, Eric Schmidt, PDG de Google, dit « bien sûr que vous pouvez être anonyme sur Internet. Si vous voulez être anonyme sur Internet, c'est que vous avez un crime à commettre. » En gros, être anonyme sur Internet, c'est être impossible pour Google à aspirer. Donc ça veut dire ne pas générer de profit pour Google. Donc pour Google, c'est l'ennemi. Ce qui est appelé par les journalistes non éduqués Darknet, c'est la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, qu'ils soient chiffrés ou non chiffrés, anonymes ou pas. Et cette capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix sans intermédiaire, sans garde-barrière, c'est ce qu'on appelle
Internet. Il m'a dit fais Madame Michu, moi j'ai fait Madame Michu. Merci Jérémy de rappeler ça. En gros, ce qu'on appelle Darknet, c'est l'Internet. C'est toute la partie d'Internet qui n'est pas accessible à Google et dans laquelle on peut s'exprimer librement sans être traqué. C'est l'Internet qu'on veut. C'est l'Internet libre. Mais c'est l'Internet qui est au service des gens. Et quand même nous, on en vient à reprendre ces termes, mais je dis ça sans t'attaquer ou quoi, parce que je connais des gens qui ont une réflexion sur le sujet, d'où l'importance du sens des mots et de se battre pour le sens des mots. Fin de la parenthèse. Vous parlez du sens des mots. Beaucoup de personnes ont vu, Jérémy Zimmerman, votre vidéo lors de votre audition au Sénat. Ah, tu me vois maintenant. Bon, je te tutoie, vous voilà. On a vu ta vidéo du Sénat, où tu as été un peu véhément avec nos pauvres hommes politiques. C'était très intéressant sur la sémantique et sur la sémiologie. Quelle est la réaction que tu as face au trou noir des politiques quant à leur perception des problématiques? Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'homme? T'es amené à parler de surveillance, de problèmes de société, c'est censé être leur créneau, et on voit bien qu'en face, soit ils ont un agenda, soit ils y projettent leur peur, mais la plupart du temps, ils y connaissent rien. Ils sont hostiles. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient assez hostiles à ce que Jérémy disait, quoi. Gege ? Je suis partagé, parce que d'un côté, à titre personnel, j'étais un petit peu excédé, parce que je suis plus porte-parole de la Quadrature du Net, je sentais ma parole un petit peu plus libre, et puis je fais un peu moins, disons que je suis plus financé pour faire à plein temps ce genre de claque. Et que j'arrive dans une salle aux 3/4 vide avec en face de moi le sénateur Jean-Pierre Sueur qui défendait la loi de programmation militaire en expliquant que bien sûr il y a des contrôles, il y a des trucs et machin, on ne sait pas s'il s'est fait intoxiquer par les services ou s'il était tenu par tel ou tel secret. Et pourquoi tu n'essayes pas de le piéger quand tu es en face de quelqu'un comme ça? Non, pourquoi tu lui dis pas comment vous faites pour envoyer un mail, quel est votre provider? C'est pas le... Enfin, je pense que c'est pas le lieu. Donc j'étais à titre personnel un petit peu sur les dents, en plus avec le contexte politique actuel. En face de chez moi, j'ai des militaires avec des FAMAS chargés. Ils ne sont pas chargés en fait, non. J'ai entendu dire qu'à ce niveau de Vigipirate, si, mais peut-être ils sont écarlates là. J'ai entendu dire qu'on était au plus haut niveau de Vigipirate, où ça veut dire que les armes sont chargées par défaut. Mais j'ai peut-être. Mais c'est un secret polichinelle, mais en fait, il paraît que non. D'accord. Mais il faut pas dire qu'ils sont pas chargés, parce qu'évidemment. En tous les cas, on apporte notre soutien aux militaires qui se gèlent devant des lieux. De toute façon, pour moi, ça projette ni l'image d'une bonne gestion des finances publiques, ni de la sécurité de voir des petits jeunes de 19 ans en train de se geler les couilles avec des armes automatiques à la main. De toute façon, tu peux pas tirer en ville avec un FAMAS, donc à moins de vouloir tuer des passants, donc. Et donc dans ce contexte-là, j'étais disons un petit peu sur les dents. Mais le fond de ce qui m'a le plus excédé, c'est d'avoir l'impression de répéter les mêmes choses depuis 10 ans. Leur expliquer pourquoi la censure ça marche pas, pourquoi c'est contre-productif, pourquoi c'est une spirale descendante dont on ne peut pas remonter, pourquoi ça conduit aux abus. C'est des argumentaires, en tant que Quadrature, on les a écrits pour la première fois en 2008 quand on venait de se fonder. À chaque nouvelle loi sécuritaire, on a répété les mêmes choses. À chaque loi sécuritaire, on s'est fait balayer plus ou moins rapidement. Les dernières, j'ai raconté, c'était l'UMP et le PS qui votaient ensemble les trucs en s'applaudissant, et l'impression que ça n'est qu'une étape de plus, comme ça a été dit. J'aime pas trop le fait de qualifier l'histoire de Charlie Hebdo et de Hypercacher de fait divers, parce que c'est un fait quand même exceptionnel, c'est pas si divers que ça. Mais effectivement, le premier fait venu, il n'y aurait pas eu ça aurait peut-être été dans 3 mois, dans 4 mois, ça aurait peut-être été un coup de couteau ici, une bombinette là-bas. À ce niveau-là, ça n'importe même pas. C'est le premier truc venu qui sert à faire avancer un agenda qui existe déjà. Comme après le 11 septembre 2001, 3 semaines après, le Patriot Act était voté aux États-Unis, on n'écrit pas une loi comme le Patriot Act en 3 semaines, et ça a été documenté, le Patriot Act était déjà écrit avant. Et Naomi Klein théorise ça très bien dans son bouquin La théorie du choc. La stratégie du choc. En expliquant que c'est l'instrumentalisation des peurs dans une opinion publique qui se manipule, qui servent à faire avancer un agenda politique qu'on n'arriverait pas à rendre acceptable autrement. Donc c'est ça qui m'a vraiment mis par terre, et en gardant à l'esprit cette citation épique pour expliquer, pour illustrer cette stratégie du choc et surtout le rapport des politiques à cet agenda sécuritaire, c'est Cameron interrogé sur la dernière loi terreau en date en Angleterre pour dire « je vote ça ».
parce que je ne veux pas être accusé lorsqu'il y aura un attentat de ne pas avoir fait ce que j'ai pu faire lorsque je pouvais le faire. Une espèce de pari sur le futur du passé du futur, qui d'un point de vue grammatical déjà a du mal à s'articuler, et qui montre que les politiques, à force de réagir le nez posé sur des chiffres de sondage, gouvernent même plus aux instruments, mais gouvernent à une représentation en chiffres de l'émotion des instruments qui sont ceux du pouvoir, et que du coup tout ça est ouvert à toutes les manipulations, et donc l'impression d'aller au Sénat pour pisser dans un violon, parce qu'on sait très bien que quel que soit, et je ne doute pas pour le coup des bonnes intentions de la rapporteure, la sénatrice Goulet, mais que quelles que soient les conclusions du rapport, on va avoir dans quelques semaines une nouvelle loi sur le renseignement, et que cette loi sur le renseignement, ça va être forcément plus de surveillance, plus de pouvoir à l'exécutif et à la police, moins de judiciaire, et qu'Internet va encore être le bouc émissaire. Je t'ouvre une parenthèse. Alors, on a des contacts, toi comme moi, dans Antiterror. On ne citera pas de nom aujourd'hui. Pour les avoir eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, on va se mettre à leur place. Il y a 20% de turnover dans les services de renseignement intérieur. Il y a un burn-out de certains. On ne peut pas parler français. Hein. Ouais. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Pour certains, on leur donne pas de moyens, ils sont obligés d'imprimer les blogs des attentats, pas des attentats, mais des radicaux islamistes, parce qu'ils n'ont aucun périphérique sécurisé, ils ont peur, ils sont pas renseignés. Je vais revenir devant Tristan. Est-ce que dans ton rapport, on se tutoie maintenant, est-ce que dans ton rapport, dans ta thèse, tu émets des préconisations pour les politiques ou pour la population? Quelles sont tes préconisations? Alors, il y en a 4 plus une préalable. Premièrement, il faut se documenter. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, tout ça, plutôt que de se laisser... Mais alors, comment? C'est pour ça que j'ai écrit le livre, qui est vraiment fait pour... rendre abordable toute cette problématique, pourquoi il faut de la vie privée, qu'est-ce que c'est que l'Internet, qu'est-ce que c'est que le cloud, hein. Concrètement, le cloud, ça veut dire qu'on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre, faut le comprendre comme ça. Et puis après, il y a 4 pistes à étudier. La première, c'est d'utiliser du logiciel libre, c'est-à-dire du logiciel dont on peut voir et comprendre le code source pour voir ce qu'il fait. Ça, c'est absolument indispensable. On essaye de nous faire comprendre que c'est une idée de hippie. La vérité, c'est que c'est ce qui fait tourner le monde et ce qui fait de droit de l'homiste, on dit. Voilà. Pour moi, c'est essentiel si on veut contrôler et avoir sa liberté avec le numérique qui monte chaque jour en puissance. Il faut utiliser des logiciels libres, premièrement. Deuxièmement, il va falloir utiliser du chiffrement, ce qu'on appelle aussi de la crypto. C'est-à-dire que les échanges qu'on fait sur Internet et autres, il faut utiliser du chiffrement. Ça veut dire aussi qu'il faut que nous, informaticiens, on rende le chiffrement facile à utiliser. Et puis une clé de chiffrement au dehors qu'une clé de chiffrement américaine, ce serait bien. On va commencer doucement. Déjà, essayer d'expliquer ce que c'est que le chiffrement et commencer à s'en servir le plus possible pour éviter les grandes oreilles, pour éviter l'espionnage économique. Et vous n'avez pas l'impression qu'en ayant ce type de préconisation, vous renforcez les terroristes en face de vous ? Non, je suis sûr que j'ai arrivé à... Très bon troll. Oui, là. Ouais, je suis obligé de faire le troll. Hein. Non, il faut... il faut se protéger de toute façon, parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est quand on voit dans les révélations Snowden, donc le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui a communiqué des documents de la NSA à des journalistes en juin 2013, quand on fouille un petit peu ce qu'il y a dans cette énorme documentation, probablement des millions de documents, on voit très bien que en fait, les vrais clients de la NSA, ça va être le ministère de l'Agriculture américain, ça va être le ministère du Commerce. Donc c'est de l'espionnage industriel, économique, et pas simplement de la lutte antiterroriste ou anti... Même pas simplement, c'est que c'est un rapport de la New America Foundation, et je crois qu'il y a un rapport d'une commission consultative de la Maison Blanche qui arrive à peu près aux mêmes conclusions. La New America Foundation avait trouvé que c'est dans moins de 1% des cas d'attentats terroristes déjoués qu'il y a eu besoin de la surveillance de masse. Donc ça n'a
absolument aucun impact sur la lutte contre le terrorisme. Bon, alors là, on a fait au niveau des préconisations. Il en reste 2, puisque la troisième, ça va être l'auto-hébergement, c'est-à-dire faire tourner, si on a des besoins de cloud, c'est-à-dire d'un serveur, il ne faut pas que ça tourne chez Google, mais il faut faire fonctionner sur un ordinateur sur lequel on a le contrôle, donc ça va être probablement de l'auto-hébergement. Donc avoir une boîte, peut-être que ça serait à terme notre box internet où on pourrait stocker nos propres données. Et puis quatrième piste, ça va être changer le business model des services d'internet aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le truc qui fait tourner l'internet commercial, c'est la publicité ciblée. Et la publicité ciblée, ça consiste à savoir un maximum de choses sur l'utilisateur, pour ensuite monétiser ce savoir, ce profil sur l'utilisateur, le monétiser auprès d'annonceurs. Et là, on comprend en fait que les annonceurs, c'est vraiment les clients de Google, de Twitter et de Facebook. C'est eux qui payent. Qui passent la commande. Ils passent la commande. Et nous, en fait, on est le produit qui est vendu à ces annonceurs. Il y a une très belle illustration qui est dans mon livre, où on voit 2 cochons qui sont dans une porcherie, et le premier qui dit à l'autre « Ah, t'as vu, c'est génial, la nourriture est gratuite ici. » Et l'autre lui répond « Et en plus, on est logé gratuitement. » Et la légende de cette illustration, c'est 2 cochons discutant du modèle gratuit. Parce que les cochons, c'est nous. On va finir débité en saucisses, parce que nous, on est le produit qui est vendu aux vrais clients qui sont les annonceurs. Et une fois qu'on aura résolu ce problème de business model et qu'on aura compris que si on veut un service de qualité au service de l'utilisateur, il faut payer, pas forcément beaucoup, et bien là, on va réussir à avoir le contrôle sur l'Internet. Corben, oui. Alors on est des côtelettes. Est-ce que tu as l'impression qu'on est des côtelettes? Ouais, totalement, oui. Tu vois comment dans ta vie de tous les jours? Moi je vois qu'autour de moi tout le monde utilise Gmail. Rien que ça déjà, si les gens se passaient de Gmail, ça serait déjà beau. Pourquoi? Et toi tu n'utilises plus Gmail, alors tu utilises quoi à la place? Moi je suis passé, je suis pas passé en auto-hébergement au niveau des mails, mais je suis passé chez OVH. Donc déjà, tu payes. Donc tu payes. Donc je paye. Voilà. Mais effectivement ça a un prix aussi. Ça, de toute façon la vie privée. Mais c'est très bien que tu payes. Je pense que tu as compris que la vie privée justement. Et de tout le sujet dont on parle, il y a un investissement, que ça soit financier ou que ça soit en termes de connaissances et d'implications techniques pour s'y mettre et monter son petit truc chez soi. Il faut quand même y aller, quoi. Si on reste comme des veaux, un peu comme les gens qui regardent la télé et qui font que regarder la télé. S'ils vont pas se documenter eux-mêmes sur le net, ils vont pas essayer de rencontrer des gens, etc. Et leur seule fenêtre vers le monde, c'est la télé. C'est la même chose avec ce qu'on fait au niveau... avec les services qu'on utilise au quotidien. Si on est abreuvé, comme les cochons, avec de la nourriture gratuite, on la mange et on réfléchit pas, et puis on... Et on finit débité en saucisson. On finit débité en saucisson, donc voilà, c'est... Jérémy, je vais revenir dans un instant sur cette démarche active, plus qu'à l'information, à la connaissance, parce que je pense que c'est la clé. Juste apporter une précision ou deux. Tristan, quand tu dis il faut de la crypto, oui, mais il faut de la crypto de bout en bout. C'est ce qu'on appelle end-to-end encryption en anglais, par opposition à la crypto de point à point. À savoir la crypto dans laquelle l'utilisateur génère une clé, l'autre utilisateur génère une clé, par un échange de clés publiques, on s'assure de pouvoir communiquer par un canal que l'on estime de confiance, sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit d'autre. C'est pas Apple qui a la clé, Google qui a la clé, le certificateur du certificateur du certificateur du machin qui a la clé, comme quand on utilise HTTPS. Non, c'est il y a des produits qui font ça? Bien sûr, il y a GPG pour le mail, il y a OTR, off the record pour le chat, il y a Text Secure et Redphone, même s'ils sont distribués un petit peu bizarrement sur Android. On pourrait publier sur le site de Thinkerview un lien vers par exemple le blog de Corben qui référence ça, ou le site contrôle-tes-données.net. Mais c'est pas l'objet ici, juste que philosophiquement et technologiquement, c'est quelque chose de très différent. C'est la crypto qui est aux mains de l'utilisateur par rapport à juste la crypto. Aussi, rajouter un petit point, quand tu dis auto-hébergement, je suis d'accord, c'est l'objectif, mais l'auto-hébergement, c'est l'aboutissement, c'est le degré ultime de la décentralisation des services et des communications. Ce que l'on vit, c'est la décentralisation. En attendant d'avoir ma Freedom Box, le professeur Eben Moglen, le grand phare dans la nuit, inspiration, l'immense professeur Eben Moglen a expliqué en 2010
déjà sa vision pour une Freedom Box qui conduisait à nous permettre de décentraliser les services et les communications. En attendant d'avoir ce gadget que l'on doit faire avancer, qui n'avance pas aussi vite qu'il devrait et qu'on devrait rendre aussi sexy qu'un iPhone, le petit bidule qu'on met dans une prise et pouic, ça y est, on a ses images chez soi, ses mails chez soi, on décide de partager avec qui on veut, il y a crypto qui marche comme ça, etc. En attendant d'avoir ça, si c'est mutualisé à l'échelle d'une bande de potes, à l'échelle d'une association, d'une entreprise ou même d'une administration publique, c'est déjà vachement mieux que tout mettre chez Google. Ce qu'on faisait nous avant. Donc l'objectif, c'est la décentralisation et l'auto-hébergement, c'est l'aboutissement de ça. Maintenant, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que quand on regarde ces technologies qui libèrent, logiciel libre, décentralisation des services et chiffrement de bout en bout, ils sont dans le miroir des caractéristiques des technologies qui contrôlent, qui sont logiciels et matériels fermés, pour qu'on ne puisse pas savoir ce qu'ils font, services centralisés pour agréger masse de données, les recouper entre elles, profiter, et l'illusion de sécurité, le petit cadenas, tu fermes les yeux, tu fais confiance à Google et tout marche très bien. Ces trois caractéristiques des technologies qui contrôlent reposent sur le même mécanisme qui est de soustraire à l'utilisateur la capacité de comprendre. Si tu n'as pas le code source du logiciel, si ta puce c'est une boîte noire soudée entre 18 couches d'époxy dans un bidule que tu peux de toute façon même pas ouvrir, si tu as l'illusion de sécurité parce qu'on ne t'explique pas comment ça fonctionne, si j'ai eu cette anecdote charmante sur quelqu'un qui propose à sa grand-mère, mamie, tu veux regarder tes mails de mon ordinateur? Et la grand-mère, qui est en toute bonne foi, je dis, bah non, je peux pas, ils sont sur mon ordinateur. Qui se rendait pas compte que se connecter à Google, c'était se connecter à Gmail, c'était se connecter à un ordinateur distant. Bah non, ça apparaît dans mon ordinateur, donc mes mails sont dans mon ordinateur. Tant qu'on n'a pas conscience de l'architecture technopolitique des services et des communications que l'on utilise, alors on est dans l'ignorance. Et donc c'est cette ignorance qui est à dessein construite par les fabricants. Et cette alliance entre les fabricants et les politiques pour nous maintenir dans l'ignorance, pour mieux nous contrôler. Alors qu'en face, le logiciel libre, les services décentralisés et le chiffrement de bout en bout sont des technologies qui certes peuvent paraître un petit peu difficiles à apprendre, qui nécessitent une prise en main, un apprentissage, une appropriation. Peut-être une volonté, non ? Une volonté ? Mon point ici, c'est que ça n'est que si on s'approprie ces technologies qui libèrent que l'on sera vraiment libre. Et ce qu'il y a entre nous et cette appropriation, la plupart du temps, c'est d'un côté le marketing tout souriant, on est vos amis, Apple te fait avoir l'air tellement intelligent, Google te dit do not do evil, etc. Et de l'autre côté, parce que ça n'est qu'une partie de la médaille, de l'autre côté, une espèce de sentiment de technophobie ambiante. Ah mais moi tous ces trucs là, je peux pas parce que je ne suis pas X, Y ou Z, je ne suis pas un génie, un hacker, un nerd, un machin. Pourquoi pas expliquer les choses différemment ? Je ne peux pas comprendre. Pourquoi pas expliquer les choses différemment ? That's my point. C'est que en réalité la seule chose qui bloque les utilisateurs des technologies qui libèrent, c'est un apprentissage, c'est une appropriation, et c'est en anglais il y a cette notion d'empowerment qui n'existe qu'en espagnol d'Amérique latine, empoderamiento, et qui n'existe pas en espagnol, et qui à ma connaissance n'existe pas en français autrement traduit que par capacitation, qui est moche, parce que dans empowerment et dans empoderamiento, il y a cette notion de pouvoir. Ça veut dire pas prendre le pouvoir, mais devenir... accaparer ce pouvoir. S'approprier le pouvoir. Et la première étape pour s'approprier le pouvoir, c'est de comprendre le pouvoir que l'on a. Manu l'a dit. Pour compléter ce que dit Jérémy, moi ce que j'ai remarqué depuis Snowden, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions, et de services qui sortent, qui sont orientés user-friendly, enfin qui sont simples à comprendre, simples à utiliser. Alors c'est pas encore parfait. Là où il y a un truc qui pêche, c'est que forcément une solution email, même si elle est super chiffrée, même si elle est très sécurisée, elle sera en termes de fonctionnalité encore moins bien que Gmail par exemple. Moi, j'ai un service de mail qui n'est pas Gmail. Je galère quand je veux faire une recherche parmi mes 418 000 mails. C'est compliqué. Alors qu'avec Gmail, je tape un mot-clé, je le retrouvais tout de suite. Et je trouve ça complètement nul, Gmail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce choix-là peut se faire techniquement, mais ça entraîne en fait une
une notion de perte de confort sur les outils, alors en tout cas actuellement, parce que c'est pas encore assez développé, c'est pas encore assez travaillé, parce que les mecs qui font ça, c'est des barbus et ils n'ont pas forcément les notions de qualité qu'ont Google quand ils font des produits finis, bien emballés avec le sourire, comme disait Jérémy. Voilà, donc cette perte de confort, il faut l'accepter, il faut la comprendre. C'est comme les gens qui passent sous Linux, qui passent sur les logiciels libres, ils vont se dire ah ouais mais c'est chiant, faut compiler, faut machin, c'est compliqué, enfin c'est pas agréable, les fonds d'écran sont pas jolis, la barre elle est pas belle, enfin peu importe, mais c'est de la perte de confort, mais d'un autre côté on gagne en termes de J'ai une petite analogie pour troller sur là mais moi je te troll avant. Essaye. Ouais. Non, moi d'abord. Non. Pourquoi pas expliquer les choses suivantes? Alors vous savez que sur notre chaîne YouTube on s'intéresse aux problèmes géopolitiques, géostratégie et financiers, qu'on a l'opportunité de parler à des grands financiers, des gens en poste ou ayant été en poste. Nous, on voit un petit peu une parallèle entre la surveillance d'Internet, le flicage généralisé sous des prétextes, sous de faux prétextes, et on voit aussi le climat économique devenir complètement délétère. Et la grande peur qu'on a sur notre chaîne YouTube, c'est est-ce que ce n'est pas une façon comme une autre d'anticiper un gros bordel économique, c'est-à-dire de préparer des outils sur Internet pour pouvoir enquiller ou ficher ou surveiller des gens n'ayant pas la même vision économique que le capitalisme dégénéré. Donc nous c'est notre question, c'est-à-dire que plus la finance est dérégulée, plus on voit la dérégulation d'Internet, au mauvais sens du terme, à arriver. Et quand on vous pose des questions, vous avez très peu de passerelles, vous, dans votre milieu, avec des financiers, avec des gens acteurs sur les places de marché, avec des directeurs de banque, avec ces choses-là. Donc moi, la question que mes auditeurs me posent, c'est est-ce que c'est pas encore un énième dispositif pour pouvoir nous visser et nous mettre une camisole numérique en cas d'effondrement économique ou en cas de tension économique? C'est ça ton troll? Ouais, vas-y, troll. Non, il est bon. Mais du coup, ça m'empêche un peu de revenir sur le point précédent. Tu reviens comme tu fais comme chez toi. Tu fais comme chez toi. Ici, t'es chez toi. Sur cette notion de perte de confort, imagine des gens qui se disent ils sont bien gentils à vouloir abolir l'esclavage, mais c'est quand même vachement confortable les esclaves. Regarde, construisez une maison, hop, elle est construite. Tu vois, de temps en temps, t'es obligé d'en abattre un quand même, pour l'exemple. Oui, mais bon, tu délègues. De la même façon, le vote des femmes, ça devait être bien confortable avant pour ceux qui n'étaient pas des femmes, de pouvoir décider de ce qu'allaient être les Alors, à titre d'information, on a permis le vote des femmes pour les taxer. Hein. Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a à des moments des choix de société qui sont tellement importants qu'ils justifient qu'on se passe d'une partie de nos modes de vie, à entendre en écho de ce que George Bush a dit le jour où il a été élu, je crois, dire notre mode de vie n'est pas négociable. Donc ça peut être perçu comme une perte de confort, mais quand c'est pour atteindre des objectifs supérieurs, c'est des choix de société que l'on est capable de faire, qu'on a déjà été dans l'histoire capable de faire, même si le droit des femmes aujourd'hui n'est pas dans le monde entier uniformément. Christine Lagarde a dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'Arabie Saoudite. Et dans une façon très discrète, il est. Maintenant, pour revenir sur ta question, et le fait d'anticiper les crises, que la surveillance de masse soit un outil de contrôle social, je pense que c'est évident. Ce qu'évoquait Tristan tout à l'heure sur l'autocensure, c'est pas juste l'autocensure. Non mais Jérémy, merde, à l'heure actuelle, la surveillance de masse, on n'est plus à l'époque de la Stasi, à l'époque de nos grands-parents où ils faisaient tous des fiches et qui plaçaient des micros chez toi à l'arrache, des micros qui étaient la taille de mon téléphone portable. Là, on passe à la surveillance de masse plus la loi de Moore, c'est-à-dire le doublement des capacités des composants électroniques tous les 2 ans. Et on va se retrouver d'ici 3 ans avec une machine ayant des capacités dignes de super-héros. Non, mais attends, on est déjà dans des capacités dingues. Il faut garder à l'esprit que les documents de Snowden datent de 2012, que ça va bientôt faire 3 ans. Donc ta loi de Moore, tes 3 ans, on s'est déjà pris dans le vent. Quand on lisait en 2012 que la NSA était emmerdée par Tor, peut-être qu'aujourd'hui ils le cassent comme ça. Quand on lisait en 2012 qu'ils n'avaient pas la baguette magique pour faire péter la crypto, si ça se trouve ils font péter la crypto, etc. Donc on est déjà peut-être dépassé parce que l'on connaît, et ce que l'on connaît est d'une échelle qui nous a tous fait tomber de la chaise, même ceux qui étaient qualifiés de plus paranoïaques, ceux qui étaient le plus prudents avant. Donc je suis d'accord avec toi. Et je te dis que c'est presque un poncif aujourd'hui de dire que cette surveillance va permettre le contrôle social. C'est son objectif premier. C'est ta perception de la chose. Elle a été votée au nom de la lutte contre le terrorisme. On a maintenant démontré par A plus B qu'elle ne sert à rien contre le terrorisme, mais qu'elle est utilisée à des fins d'espionnage industriel et d'espionnage politique.
Ce que l'on sait, c'est qu'elle est un outil de contrôle social, et ça de façon homogène dans l'histoire. Certes, la Stasi, c'était pas des enfants de cœur non plus. Il y avait un informateur de la Stasi par 400 habitants. Ça veut dire en gros un par pâté de maison. Jamais une police secrète n'a été aussi densément informée par sa population. Et des micros, il y en avait de dizaines de types différents, et il y avait un joli arsenal. Mais oui, on est déjà bien plus loin que la Stasi, mais la Stasi servait avant tout d'instrument de contrôle social pour maintenir le régime en place, et de façon consistante. Dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu surveillance de masse, c'était des régimes autoritaires qui contrôlaient leur population. Donc oui, c'est évidemment la situation dans laquelle on est. Maintenant, ce que je voulais ajouter, et peut-être que c'est ça qui va intéresser tes amis financiers ou les gens qui se posent des questions un peu plus prospectives, qui résonnent en termes un petit peu plus lointains que la prochaine élection, par exemple, c'est que dans un modèle de société dans lequel les individus sont empowered par l'appropriation de la technologie, par le logiciel libre, les services décentralisés, le chiffrement de bout en bout, on bâtit un modèle de sécurité alternatif au modèle de sécurité centralisé dans lequel l'État comprend tout, entend tout et peut influer sur tout, dans lequel l'État décide de quels sites seront accessibles ou pas accessibles, de quelle communication sera écoutée ou non. Lorsque l'on rend les individus en quelque sorte responsables d'une partie de leur communication, de la sécurité de leurs données et de leur communication, on bâtit un modèle de sécurité plus décentralisé que le modèle de sécurité centralisé, et donc par là on bâtit de la résilience. La résilience, c'est la capacité à se remettre debout en cas d'attaque. Que l'on parle d'attaque terroriste, d'attaque économique, ou que l'on parle de catastrophe naturelle. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur développer ensemble, socialement, à titre collectif, une capacité à bâtir de la résilience informatique, de la résilience informationnelle. Et si on n'y arrive pas ? Si on n'y arrive pas, c'est laisser les entreprises américaines et les services américains, parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils ont un budget d'ordre de magnitude au-delà des nôtres, prendre le contrôle de nos économies et de nos systèmes politiques. Tristan, si on n'y arrive pas, tu fais quoi ? Tu quittes la France ? Non, ça sera pas pire ici qu'ailleurs, hein, j'en sais rien, mais je prendrai les armes, ouais. Tu prendras les armes ? Ouais, les armes numériques. Mais oui. Des grenades numériques ? Des lance-roquettes numériques ? Non, mais ça attention les gars hein. Coupez. Tu prendras les armes ? Je ferai acte de résistance, et là, ça va passer. Jérémy, tu prendras les armes, toi ? Les armes, non. Non, mais les armes... Faire couler le sang, c'est une... Non, j'irai pas. Non, mais... T'es prêt à t'immoler devant une préfecture ? Aujourd'hui, non. Demain, peut-être ? Parce que je pense qu'il y a forcément des tactiques plus efficaces que ça. Ouais. Écoute, par définition, s'immoler devant quelque chose, c'est un aveu d'échec. Hein. C'est la tactique d'un désespéré. Si un jour je suis désespéré, je suis incapable de dire aujourd'hui ce que je ferai. Tu m'appelles avant, d'accord ? Je t'appellerai avant, on ira se boire un petit coup. Mais je suis persuadé qu'on a aujourd'hui une diversité quasi infinie de tactiques qui n'ont pas encore été explorées et qui reposent précisément sur ces technologies qu'on décrit. Cette appropriation repose sur le partage de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose dont on est tous capables. Il suffit d'avoir un cerveau, une bouche, peut-être même pas, peut-être juste des mains sur un clavier, ça suffit. Il suffit d'être un être humain pour être en capacité de partager la connaissance. Et je pense que ce partage de la connaissance est la clé pour s'autonomiser et pour bâtir ensemble cette résilience. On passe la parole à Corben, qui a comme slogan... Mais c'est pour ça qu'on a besoin de Corben et de gens qui Le slogan de Corben, c'est « Upgrade your mind ». Ouais, c'est vieux ça, mais oui. Qu'est-ce que t'en penses, Corben ? Moi, je suis assez confiant. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, cette surveillance, la publicité, le ciblage, c'est né tout ça de la publicité, comme disait Tristan, donc de l'argent, besoin de faire du business. Là-dessus se sont greffés les gouvernements, parce qu'effectivement, c'est bien pratique d'avoir un Facebook pour aller piocher dedans. Ça finance aussi les campagnes. Hein. Eh ouais. Aussi. Et je pense que avec ce qui se passe en ce moment, avec aussi, bon, ça va prendre du temps encore, ça va prendre plusieurs années, mais le côté, on va dire, éducatif, la connaissance, le fait, comme Jérémy disait, ça fait 10 ans que je ramasse la même chose, mais voilà, ce genre de choses. Au bout d'un moment, il va y avoir quand même des boîtes qui vont se monter, les hackers qui vont réagir, des business models qui vont se monter, des choses qui vont être payantes, qui vont être qui vont se financer.
et qui vont baser leur business model, comme on le voit maintenant par exemple sur le bio ou sur ce genre de choses, qui vont baser leur business model sur la vie privée, sur voilà, le chiffrement, sur le respect de tout ça. Et peut-être que ça nous ouvrira des portes de sortie. Alors, j'ouvre juste une parenthèse et je vous repasse la parole à tous les deux. Je tiens à dire que j'ai essayé de faire venir un représentant du ministère de l'Intérieur, monsieur Jérémy, rappelle-moi. La Tournerie. Alors, on a eu sa secrétaire qui n'était pas... n'était pas capable de nous donner autre chose qu'une femme de ménage ou une assistante, et encore ils n'ont pas voulu se déplacer, même un second couteau ayant la parole du ministère, c'était pas possible. On a contacté aussi Urvoa pour qu'ils viennent un petit peu nous parler, le député en charge de ces questions. Très occupé à rédiger la loi sur l'intelligence. Tout à fait, très occupé, très occupé. Et on avait convié Jean-Marc Manac, mais Manac, tu t'es dégonflé et on va s'en rappeler, mec. Tu t'es bien dégonflé. J'aimerais réagir à ce que tu dis, c'est pas pour essayer je suis un optimiste. Non, mais je pense qu'il faut, et de toute façon nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Combien de temps ça va nous prendre ? Sachant que, les prochaines lois sont déjà en train d'être adoptées quasiment, et sachant qu'une entreprise comme Apple, j'ai vu ce chiffre-là ces jours-ci, est maintenant évaluée à 400 milliards de dollars en bourse. Donc si Apple claque des doigts et éternue un petit milliard de dollars pour faire du marketing en disant « regardez, le nouvel iPhone 18 est chiffré, logiciel libre, tout ce que vous voulez, c'est la solution, machin », ils sont déjà en train de le faire. Google est en train de dire que oui, mais en fait on lutte contre ces requêtes du gouvernement qui va accéder à nos données, etc. Ouais. Que faire contre eux? Tu sais, il y a le greenwashing en matière d'écologie où Total va investir 0,0001% de ses revenus pour planter 3 arbres quelque part en Afrique et dire regardez, Total, c'est l'écologie. Là, je pense qu'on est en train déjà d'assister à une espèce de privacy washing ou quelque chose comme ça. Un freedom washing dans lequel tu as un machin qui sort et dit oui, c'est chiffré. Et oui, comment on sait ? Exactement. Ce matin sur Twitter, je dis regardez, avec Apple, il y a un problème, parce que dans un des chapitres de mon livre que je publie en simultané sur mon blog, et là on m'interpelle. Ah oui, mais alors attendez, quand même, regardez ce qu'ils font. Et on m'envoie un lien vers un privacy white paper de chez Apple. Et je regarde, alors oui, le machin il fait je sais pas combien de dizaines de pages, d'accord, et tas de schémas, ça a l'air vachement, mais je peux rien vérifier de ce qu'il y a dedans, quoi. Si, tu peux le vérifier d'une façon, tu peux le vérifier sans ouvrir le document. Tu le vérifies en mettant bout à bout le Patriot Act et le FISA Amendment Act de 2008, qui ensemble font que Apple ne peut pas refuser à la NSA d'accéder à toutes ces données et aux données de tous ses clients. Mais je parlais pas de ces boîtes-là, moi. Non, mais que des petites boîtes mignonnes et tout émergent, genre oui, on va faire des Ubuntu Phone, des Firefox trucs, des machins. Il y a GSMK en Allemagne, de nos amis Andy Muller-Magoon et Frank Rieger, gens historiquement du CCC, qui font le cryptophone. Ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Le machin, il vaut 5 ou 6 000 euros. Parce que ça fait 10 ans qu'il y a une équipe de 10 gus qui bosse dessus et c'est pas du logiciel libre. Donc commencer aujourd'hui un truc de zéro, ça va prendre un temps fou. Moi, ce que je veux ajouter, je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord avec toi en ce sens qu'il y a un boulevard de marché, s'il faut parler en ces termes-là, pour la protection de la vie privée. C'est pas que les clients... C'est un appel aux chefs d'entreprise que tu fais là ? C'est pas un appel, chacun trouvera ce qu'il veut entendre, je vais pas sortir la trompette, mais il n'y a pas que les gens prêts à dépenser 5 ou 6 000 euros pour un cryptophone de GSMK qui ont un intérêt économique ou politique à protéger leur vie privée. Ce que je veux dire, c'est que l'approche de dire « Oh, le marché va régler ça », on l'a entendu sur des questions qui avaient trait à l'environnement, la dette de la Grèce, la dette de la Grèce, le système financier, etc. Et on peut se dire que ça marche pas forcément, ou en tout cas on peut investir dans d'autres modes d'action que ceux qui consistent à dire on va laisser faire le marché et les entreprises, en parallèle des fois que ça marche pas. Et ce que je veux dire, on a évoqué ça tout à l'heure, mais on n'est pas allé au fond du sujet, donc j'ai envie de revenir là-dessus, sur les recommandations aux politiques. Parce que le marché règle son truc dans son coin, c'est très bien, mais quid de politique publique ? Quid de la mission d'élus dont la responsabilité est de protéger nos libertés fondamentales ? Non mais j'ouvre une parenthèse là, et je fais le troll. Non, je fais le troll. Non. Qui tient les finances des partis politiques ?
Qui finance les trésoreries de partis politiques? Attends, je suis en train de faire de la science-fiction. Je te parle de gens qui sont à la tête d'institutions qui sont en train de perdre leur légitimité, qui sont en train de voir pour les plus lucides arriver le spectre d'une vague brune, marine, ou de machin comme ça, au travers de toute l'Europe. Et on va leur laisser des outils extraordinaires. Et qui se retrouveront à la tête de l'appareil de surveillance et de contrôle social qu'on est en train de bâtir pour eux. Maintenant, je te parle de ces institutions, et peut-être plus que des élus, des hauts fonctionnaires et des gens qui, dans les institutions, n'ont pas la liberté de parole, mais qui voient très bien ce qui est en train de se passer. Et qui, eux, ont une certaine marge de manœuvre, qui, eux, peuvent appuyer certaines manettes, certains boutons, qui peuvent écrire des notes, qui peuvent faire des suggestions, qui peuvent murmurer à l'oreille de ceux qui parlent face caméra, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et que quand il s'agit de politique publique, oui, logiciel libre, système décentralisé et chiffrement de bout en bout, ça devrait être un objectif stratégique. Ça devrait être une politique industrielle. Mais si c'est on pas en avait fait le courage. au niveau de la sémiologie. Attends, j'y arrive. Ça devrait être une politique industrielle et là on peut s'asseoir avec une bouteille ou deux et quelques experts et prendre le temps de détailler ça, c'est qu'un embryon de liste. Ça pourrait être la commande publique. On investit des deniers publics, ça devient des logiciels publics, donc des logiciels libres. Ça pourrait être par les programmes de l'éducation supérieure. On va te prendre dans l'éducation nationale, on va t'apprendre l'informatique, oui, mais ce sera l'informatique libre. Ça pourrait être par les budgets des militaires et de la police en matière de sécurité informatique. Un machin comme l'ANSSI, avec ses 350 hackers de talent, qui développent des téléphones sécurisés basés sur Android pour en faire tourner 900 exemplaires pour les ministres et leur entourage. Pourquoi moi, citoyen français qui finance l'ANSSI, j'ai pas ce sec droïde dans ma poche? Donc il y a plein de biais par lesquels on pourrait, ça peut être aussi de l'incitation fiscale, dire une entreprise, si elle prouve que tout ce qu'elle produit c'est sous GPL, une licence de logiciel libre, alors sa TVA, clac, parce qu'elle reverse déjà à la société. Pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Donc ça c'est, créer le contexte politique qui permettra de faire arriver de telles mesures est aussi un objectif aujourd'hui. Mais ce que je veux ajouter ici, c'est que le logiciel libre, par définition, c'est un terrain d'entente commun entre des gens qui ont des intérêts potentiellement complètement divers. C'est-à-dire que la NSA, Thales, l'ANSSI et l'équivalent de l'ANSSI au Togo peuvent au même moment bosser sur l'audit du même code, identifier des trous de sécurité et soumettre des patchs. C'est un terrain commun sur lequel on peut travailler ensemble. Donc peut-être que ça ne se fera pas en France, peut-être que ça ne se fera pas en Europe, peut-être que ça se fera au Brésil, en Inde ou dans un pays dont on n'est même pas fichu de donner le nom de la capitale. Peut-être que ça se fera ailleurs, et par définition, le logiciel libre permet que, où que ce soit, que cela se fasse, c'est l'intérêt général qui prévaut. T'as une vision gaulliste du mec qui va s'expatrier pour pouvoir sauver son territoire, c'est ça? Je te dis, les analogies historiques, c'est pas mon... D'accord. Corben, qu'est-ce que t'en penses? Au niveau de ces préconisations, on comprend bien, c'est très facile à mettre en place. Ce qu'il faut, c'est une volonté. Il n'y a pas de volonté politique. Et moi, j'ai discuté avec des amis qui bossent ou qui bossaient un peu plus haut dans les ministères. Et quand ils ont un sujet qu'ils ne connaissent pas, ils vont se renseigner, et qu'est-ce qui les renseigne? C'est les industriels, les lobbies, c'est ces gens-là dans leur carnet d'adresse. C'est pas les hackers, c'est pas les. C'est pas nous. C'est exceptionnel, mais c'est pas les gens qui vivent le truc au quotidien. C'est ceux qui font du business avec. Donc du coup, forcément, ils orientent, ils donnent ils font marcher le truc dans leur intérêt. Donc forcément, le logiciel libre, enseigner à l'école ou ce genre de choses, c'est peut-être des instits, mais ça sera pas une volonté politique, en tout cas. Je reviens sur Jérémy. Pour pouvoir faire germer cette volonté, est-ce que tu penses qu'il faudrait un élément exotique pour les fédérer? Est-ce que tu penses qu'il faudrait Parce que c'est quand même... T'entendre dire ces préconisations, c'est très facile à mettre en place. Et moi, au niveau de la sémiologie, je me pose la question, pourquoi c'est pas mis en place? Alors, le problème, c'est que je viens de passer 7 ans à temps plein à courir dans les couloirs des parlements, des ministères, du Parlement européen, de la Commission européenne, etc. Et que j'en sors avec la très forte impression qu'il va falloir aller faire ces choses-là ailleurs. Et en même temps, la conviction qu'il ne faut pas abandonner ces terrains-là. Je ne vais pas parler en termes aussi crus que la corruption du processus politique, et pourtant j'ai du mal à trouver d'autres mots. Oui, une somme d'incompétence, de corruption plus ou moins douce, de manque de courage politique, de déconnexion avec la réalité aussi, fait qu'il est extrêmement
difficile de faire avancer ces choses-là. Donc qu'est-ce qui pourra impulser ce genre de dynamique ? C'est très dur comme question. Peut-être un renouvellement générationnel de la classe politique, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'attendre ça. Je ne suis pas sûr que ces outils de contrôle social vont même permettre un renouvellement de la classe politique. Et un des objectifs de tout ça, c'est peut-être aussi de rester au pouvoir pour ceux qui y sont. Un autre élément, peut-être, c'est un exemple qui vient d'ailleurs. J'ai pas suivi les dernières étapes d'un texte qui devait être adopté par le CELAC, qui est le rassemblement de tous les pays d'Amérique, moins les USA et le Canada, donc tous les pays d'Amérique centrale, latine et des Caraïbes, qui disent « Internet est un bien commun ». La surveillance de masse est inacceptable si des politiques publiques se mettent en œuvre au Brésil et ailleurs, commencent à générer un momentum politique et un momentum économique, en bon suiviste, peut-être que les politiques publiques européennes s'y mettront. Et un autre que j'aimerais vraiment que l'on évite, un autre paramètre qui pourrait faire changer les choses, c'est une catastrophe. Comme on apprend à faire des backups le jour où on perd un disque dur. Comme on apprend le chiffrement le jour où on se retrouve avec toutes ces données exposées sur la place publique. J'aimerais pas qu'on en vienne à apprendre le logiciel libre le jour où on sera fait paralyser nos systèmes par des alliés de l'OTAN ou par des gens qui auraient pris le contrôle d'une partie du système de l'OTAN et où sera démontré par A plus B que notre faiblesse aura été de dépendre d'entreprises US pour les aspects stratégiques de notre information. J'espère. Tristan. Alors moi j'ai un petit espoir dans le marché et dans les gens qui font du logiciel libre. Comme Corben, j'essaye de regarder là où les choses peuvent marcher et puis d'y mettre mon énergie. Donc ça commence par l'éducation, c'est pour ça que je fais ce livre en essayant de le rendre aussi facile d'abord que possible. Et puis il y a aussi des gens qui font du logiciel libre en France et il n'est pas exclu qu'il y en ait qui fassent du logiciel libre qui soit utilisable par tous. On a réussi à le faire à l'époque où j'étais chez Mozilla, on l'a fait avec Firefox, c'est-à-dire qu'on a fait un logiciel qui est libre mais qui est facile à utiliser et 450 millions de personnes l'ont téléchargé et installé sur leur machine et on a réussi à remettre le web d'aplomb. Maintenant la problématique. Jérémy, si tu veux enchaîner, enchaîne. Non, mais on va sur le web d'aplomb. Il n'est pas aussi droit que je le souhaiterais. Depuis, c'est étonnamment concentré, centralisé, en silo, ce qui est finalement le problème qu'on est en train de décrire actuellement. Continue, Jérémy. Mais il va falloir trouver de l'énergie pour faire des logiciels libres au service des utilisateurs qui répondent à toute la problématique dont on vient de discuter, mais, et là c'est là où je ne suis pas d'accord avec Corben, c'est que bon d'accord, aujourd'hui, on le voit, chiffrer ses mails, mais c'est un cauchemar, quoi. C'est dur, je le fais, enfin ça fait la 4e fois que je m'y remets depuis 2005, même en 99, j'avais déjà recommencé à chiffrer mes mails. Et c'est vraiment compliqué, et c'est moche, et on perd des fonctionnalités, etc. Mais il ne faut pas se résoudre à ça. Le système, il marchera vraiment, où on fera des logiciels libres, et des solutions libres qui feront meilleur que Google. Et c'est possible parce que justement c'est pas Google. On peut faire ça avec des acteurs qui se méfient de Google mais qui seraient d'accord pour partir par exemple dans une logique d'auto-hébergement ou bien le chiffrement ou le logiciel libre combinés ensemble pourraient être au service de l'utilisateur. Donc il faut faire mieux. Et c'est possible. C'est ce que je disais, c'est dans l'état actuel des choses. On est obligé de perdre du confort. Et mon espoir, c'est comme ce que tu dis, c'est qu'on puisse faire mieux. Et le jour où on fera mieux, les gens vont se précipiter dessus parce que ça fait mieux. Et en plus, c'est respectueux de ton intimité numérique. Actuellement, il n'y a rien de parfait. Mais effectivement, tu le disais, Firefox, c'est un bon exemple de ça. S'il n'y avait pas Firefox là maintenant, on serait quoi Chrome, Internet Explorer, Lynx, ou pas de web du tout. Non, mais parle pas de Lynx. Voilà, mais ça serait triste, quoi. Enfin, déjà, il y a un projet qu'on n'a pas mentionné, qui en est au stade embryonnaire et dans lequel j'ai espoir, qui s'appelle Calliopen. Calliopen, c'est Laurent Chemla qui initie ça. Ça n'aurait pas été Laurent Chemla, j'y aurais jamais cru. Ah, si, il faut y croire. Et c'est un projet qui projette d'unifier une mailbox autour de tous les protocoles de communication pour permettre d'aller le plus facilement possible vers le chiffrement.
Là, c'est quelque chose, si tes amis financiers cherchent à investir dans quelque chose qui fera le rayonnement français, machin, Calliope, les gars, Voilà. C'est du bon. Et quand tu vois Cameron dire qu'il est contre le chiffrement et qu'il veut interdire le chiffrement. Alors, avant ce gros morceau-là, parce que je suis d'accord avec ce que disent Tristan et Manu, mais il faut faire mieux en termes de fonctionnalité, tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut aussi faire vachement mieux en termes de comment on développe le logiciel libre lui-même. Parce que tu disais, Firefox, ça a rendu le logiciel libre accessible, c'est vrai. Ça a rendu, je ne sais plus les termes que tu as utilisés, on a réparé le web, c'est faux. Déjà, outre le choix politique de Mozilla d'accepter les DRM dans HTML5, qui a été un coup de poignard dans le dos du logiciel libre, et la seule justification... Comment on appelle ça? Un coup de pupute, non? Écoute, la seule justification qu'on a entendue de cette entreprise, qui jusqu'à présent disait, regardez, on est les copains de l'internet libre, on est le libre, c'était oui, mais vous comprenez, sinon on va perdre des parts de marché. Bah oui. Ça a été le seul argument pour justifier qu'on mette un instrument de contrôle au cœur d'un logiciel comme Firefox. Mais c'est pas là-dessus même que je veux troller. Là où je veux troller, c'est que Firefox, déjà je pense que le web est perdu. Le web est perdu parce que la moindre page web qu'on regarde fait appel à des logiciels du JavaScript qui va s'exécuter dans ton navigateur, qui vient de 10 ou 15 provenances différentes, qu'avec les CDN et les trucs et les machins, c'est mettre son doigt dans un trou sans... Pas compliqué, on a dit aujourd'hui, d'accord? Fais ça. Voilà. Donc déjà, je pense qu'on a perdu le web comme technologie dans laquelle on pourrait un jour avoir confiance, parce que un interpréteur JavaScript dans un machin comme un navigateur web, je sais pas combien de millions de lignes de code il y a dans Firefox, Moi non plus, 100 millions. C'est énorme, oui. C'est un truc, ça doit être 10 fois plus de lignes de code qu'il y en a dans une fusée ou dans un des machins les plus complexes que l'on maîtrise. Mais le problème, c'est que dans une fusée, chaque ligne de code qui est écrite est auditée par 10 personnes derrière, est auditée 10 fois. Et nous, on sait écrire du code, c'est facile, c'est rigolo. Un machin comme Firefox, il y a plein de bénévoles, pas payés, machin, qui vont contribuer des lignes et des lignes et des lignes. Mais la capacité à tester chaque nouvelle ligne avec tout et à tout tester, je pense qu'il reste encore aujourd'hui dans Firefox des lignes de code qui datent de Netscape, c'est-à-dire qui ont été foutues là il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Il nous faudrait dépenser à vue de nez, et je ne suis pas un financier, mais à vue de nez entre 1 et 10 fois plus de ressources qu'on en investit dans l'écriture du code, dans l'audit du code. Dans l'audit et dans le pen test, non? Oui, le test en général. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas théorisé, qu'on laisse pudiquement à d'autres. Et on l'a vu cette année, il y a des trous de sécurité majeurs dans OpenSSL qui ont déstabilisé les 3/4 des serveurs web de la planète. Heartbleed, là, c'est ça? Heartbleed. Et peut-être 100% des serveurs des entreprises du Fortune 500. Parce que c'était un bout de logiciel qui venait d'une entité qui avait, je crois, $4000 par mois de budget, le mois où on a découvert ça. Tout le Fortune 500 et $4000 de budget. Remplir les pointillés. Je tiens juste à dire que chez Mozilla, le code il est relu au moins 2 fois. Donc écrit une fois, relu une première fois, et ensuite, s'il est validé, il est relu par une troisième personne, et il y a forcément des tests qui sont faits. Et vous y êtes mis à combien pour mettre des DRM? Hein, vous étiez ce qu'on peut reprocher, il y a une discussion, enfin je veux dire vraiment on a tous détesté, on a mis les DRM en vomissant, hein. C'est-à-dire que pour nous c'est une décision qui nous, c'était vraiment, c'est ce qui a motivé ton départ de Mozilla? Non, c'était extrêmement déplaisant de faire ça, parce que moi je suis farouchement opposé au DRM. Maintenant on a eu des débats en interne et il a fallu trancher, et c'était la moins pire des solutions. Entre ça et faire mourir Mozilla, c'était pour nous c'était clair, parce que à partir du moment où tu commences à dire je me refuse à mettre des DRM, et puis que Netflix, qui aux États-Unis a un succès énorme, et ben si tu peux pas lire Netflix dans Firefox, en quelques mois tu perds toute ton audience et tu sers plus à rien. Mais après t'as plus d'impact. C'est pas un problème de part de marché, c'est un problème d'impact sur le monde. Si t'as 3 utilisateurs, tu finis comme Opera et tu changes pas le monde. Et Tristan, et dire par exemple, on est dans un scénario de science-fiction, mais dire voilà, Mozilla, on arrête parce que on veut plus. Pour nous, le net c'est plus ça. Ça, c'était un impact, non?
Non mais même politiquement, dire nous, on restera le navigateur indépendant, le navigateur rebelle, nous on se laissera jamais machin, nous on fuck the world, etc. Bon, allez, changeons de sujet, est-ce qu'il y a... Non, mais là, il y a un vrai problème. Non, parce que... C'est un choix politique, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Par des termes économiques de part de marché, mais c'est un vrai choix politique. Et Mozilla a fait le choix politique qui était celui des parts de marché. Celui d'avoir de l'impact dans le futur. C'est-à-dire, soit tu survis et tu as des parts de marché et donc tu impactes le monde, en contrôlant tes utilisateurs. Mais là, c'est là où Non, parce que la façon dont on l'a fait, je vais discuter tout seul avec Corben. Moi, c'est là où il y a les limites. Enfin, tu vois, par exemple, tu parlais d'OpenSSL avec sa faille parce qu'il y a un Gus qui fait n'importe quoi. Et parce qu'ils ont 4 000 € de budget par an ou je sais pas quoi. Mais le financement du logiciel libre, c'est un vrai problème. Et il n'y a personne qui finance ça. Et ok, c'est bien d'être tout blanc et de s'accrocher à ces valeurs, etc. Mais il y a des moments, effectivement, comme ce qu'a fait Mozilla avec Google ou avec le DRM, t'es obligé, si tu veux... tu te marres, mais c'est vrai, enfin moi c'est comme ça que je pense. Je vais peut-être me faire flinguer, mais t'es obligé de faire un pas de côté pour continuer à avancer dans la bonne direction. Sinon, tu crèves et puis c'est le chemin qui se... Je suis d'accord. On refera une émission là-dessus si vous voulez. Dernière question, une chacun. Un conseil aux jeunes générations. C'est classique, à chaque fois que vous passez dans l'émission, c'est la question fatale. C'est un conseil aux jeunes générations, une bouteille à la mer sur Internet. On va commencer par Corben. Ouais, bah moi si j'ai un truc à dire, c'est prenez pas toutes les infos comme elles viennent, documentez-vous, essayez des trucs, voilà. Prendre le temps de réfléchir. Réfléchissez et puis mettez-les un peu les mains dans le cambouis. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Enfin, faut essayer de se poser les bonnes questions, de creuser, quoi. Faut creuser. Tristan ? Bah, ça va un peu dans le même sens. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut lire mon bouquin, vu qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est ça. Moi, je veux donner les billes aux gens pour essayer de comprendre l'Internet et commencer à agir. Il ne faut pas tomber dans la résignation. C'est ça la difficulté aujourd'hui dans toute la surveillance. Et il y a cette impression d'impuissance. Les entreprises vous disent qu'avec Apple c'est magique et donc on est passif, ou bien sinon c'est l'horreur. Non, il y a possibilité de faire des choses. Il faut creuser. L'informatique c'est passionnant, enfin je pense qu'on en est tous convaincus autour de cette table, et donc il faut prendre son destin en main, commencer à bidouiller, regarder ce qu'on peut faire avec des logiciels libres, et c'est excitant et on se sent empowered, on sent qu'on reprend le pouvoir, et c'est fun, et en plus ça nous sert pour l'avenir. Jérémy ? Moi j'ai l'impression de dire un petit peu la même chose, à savoir questionner. Tout questionner. Demander des réponses ou questionner ? Non, questionner. Par exemple, se questionner soi-même. À chaque fois qu'on fait un choix, le remettre en question. Poser la question à des autres, prendre d'autres avis. Quand on lit quelque chose, le questionner, c'est-à-dire croiser ses sources, et aussi questionner l'autorité. Et ne jamais rien prendre pour argent comptant, toujours vérifier les choses avant de se faire sa propre opinion. C'est Aaron Swartz qui disait « Lisez, posez-vous les questions » et qu'une grande partie de ce que l'on appelle l'intelligence est en fait de la curiosité. Et cette curiosité, je pense que c'est ce qu'il y a au cœur de la démarche hacker. De cet enthousiasme vis-à-vis de la technologie qui pousse à toujours vouloir contrôler la technologie plutôt qu'être contrôlé par elle. Je pense que c'est un des enjeux de société les plus importants pour le futur de notre humanité, et que ce qui a été corrompu là, c'est notre rapport à la technologie. On s'est fait chipper, on s'est fait voler. On s'est fait voler le contrôle de nos machines, qu'il s'agit de le reprendre. Et pour le reprendre, il faut se poser la question de ce rapport à la technologie, se poser la question de comment fonctionne la technologie, et se poser la question de comment, à titre individuel et à titre collectif, on va changer tout ça. Messieurs, merci. Merci.